Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur La Première. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition du vendredi 5 août. 477 millions de francs pour financer des aides alimentaires dans les 3 collectivités du Pacifique au nom de la solidarité nationale, une aide précieuse pour le secteur social. Nous en parlerons avec Teva Rohfritsch. Le sénateur a fait voter cet amendement lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2022. Nous évoquerons aussi ensemble le vote du Sénat en faveur du projet de loi sur la fonction publique communale. Les agents bénéficieront d'un meilleur statut. Nous verrons d'ailleurs dans un reportage l'exemple concret de Mahina. Après 47 jours de mer, le Prairial est de retour à Tahiti. La frégate et son hélicoptère ont participé à l'exercice RIMPAC à Hawaï. L'une de nos équipes a passé les dernières 24 heures à bord. Et puis c'est parti pour les trials de la Tahiti Pro, ou plutôt la waiting period. Parmi les surfeurs locaux qui espèrent se qualifier au main event, Gilbert TAV, âgé de seulement 16 ans. L'aide sera répartie entre les 3 collectivités du Pacifique. 4 millions d'euros, soit 477 millions de francs. C'est le montant obtenu par les sénateurs et notamment Teva Rohfritsch pour subvenir aux besoins alimentaires des plus démunis. En attendant, les associations jouent un rôle majeur dans le secteur social. Exemple dans le quartier de Tenaho à Pir'e, où des familles vivent en dessous du seuil de pauvreté. Chiquita Taivadaruzes, Mirko Vanfo. Rosa est femme au foyer. À quelques jours de la rentrée scolaire, elle s'occupe des enfants de leur association Teui Api Te Anaparau résidant le quartier Tenaho. Je viens de préparer un sac pour la rentrée scolaire pour une famille avec une enveloppe pour le package. Comme l'enfant va à l'école au collège Taoné. Dans ce quartier, pas moins de 60 familles résident, dont 130 enfants, recensés par les bénévoles. L'aide alimentaire venant de l'État, ils ne savent pas encore comment cela va se traduire, mais en attendant, les besoins sont réels. On prime plus l'éducation de la plupart des enfants de ce quartier. Chaque année, on organise, on a des projets. Alors, on a 3 types de projets. Notre premier projet, c'est la rentrée cartable. Ensuite, le deuxième projet, c'est la fête d'Halloween. Et le troisième projet, c'est Noël avec des cadeaux et des paniers alimentaires. L'association n'a pas reçu sa subvention communale cette année pour la rentrée cartable. Qu'importe, quelques enfants seulement pourront être aidés à la demande des parents. C'est le cas de Maria Alani qui rentre en 5e. Elle est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Ses parents sont sans emploi. Alors ici, ouvre l'enveloppe pour acheter ton package d'uniforme au collège. Très heureuse pour nos enfants. Hein. C'est gentil de leur part de penser à nos enfants, hein. Mais pas que nos enfants, hein. Avec d'autres familles aussi. Hein. La vie est trop chère hein, en ce moment. Dans cette famille pauvre, la réussite scolaire des enfants est devenue la priorité. Alors, tout est bon pour les encourager. Des fois, je tombe dans des points où on peut ramasser des livres, genre à l'hôpital dernièrement, tu peux ramasser des livres et en rapporter. Alors j'en ai profité pour prendre quelques-uns. On n'a pas d'ordinateur, on n'a pas d'internet. La petite famille de Pierre vit des aides de son beau-père et de la Croix-Rouge tout en cultivant un peu pour le quotidien. Pour lui, toutes les assistances sont les bienvenues. Bonsoir Teva Rohfritsch, bienvenue. Vous êtes sénateur au sein du groupe RDPI, le Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. On vient de le voir, cette famille de Pir'e est en difficulté comme bien d'autres. Vous annoncez une aide de 477 millions de francs. De combien va bénéficier la Polynésie française et comment l'aide sera-t-elle répartie? Alors, merci d'abord de m'accueillir. Bonsoir à notre population. Ça fait du bien de rentrer. Effectivement, donc j'ai souhaité proposer cet amendement au Sénat, après consultation aussi de ma collègue Lana Tetuanui, je souhaite associer à ce vote. Et il a recueilli l'unanimité des votes pendant une séance assez houleuse, hein, parce que ça nous a pris 3 jours et 2 nuits. Maintenant, ce que nous avons souhaité aussi, c'est que ces fonds transitent par les différents gouvernements,
puisque nous sommes dans des compétences polynésiennes ou calédoniennes. Une clé de répartition doit être trouvée, alors peut-être en fonction de la taille de la population ou alors en fonction de la taille des personnes au régime de solidarité. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que ce soit vraiment ciblé pour que ça puisse aider les familles comme celles que nous venons de voir. C'est pas encore bien défini alors? Alors, ce qui est défini, et c'est le travail du sénateur, c'est de faire voter les financements. Et l'État ira vite de son côté. Je tiens à remercier M. Carinco, notre nouveau ministre des Outre-mer, qui a accepté sur le principe rapidement et qui a donné l'accord du gouvernement, qui a levé le gage, ce qui fait que nous avons les financements. Maintenant, il faut rapidement que les gouvernements puissent mettre en place. Je pense qu'il faut utiliser des dispositifs existants déjà pour aller plus vite, pour qu'on soit au rendez-vous dès la rentrée. Et pour éviter le clientélisme aussi. De toute façon, tout ça doit se faire avec des règles de transparence et de rigueur, bien entendu. Ce sont des fonds publics. Dans votre amendement, vous dites vouloir compenser nos faiblesses structurelles dues à notre insularité et notre éloignement. L'inflation est venue se rajouter à cela, 8,2% pour les produits alimentaires en un an. Oui. Est-ce que ce n'est pas le moment d'instaurer un impôt sur le revenu, une allocation chômage ? Ce sont des débats qu'il faut certainement reprendre. Il y a clairement aujourd'hui une question liée, on va dire, conjoncturellement, avec la guerre en Ukraine, avec les tensions internationales, une pression très forte sur les prix, et notamment les prix des produits importés. Alors ça appelle aussi à tout ce qui tourne autour de l'autosuffisance alimentaire, du développement de notre agriculture, mais pas seulement. J'ai déjà pu m'exprimer au sein de notre Assemblée sur le partage des richesses en Polynésie et sur le fait qu'il faut, bien entendu, certainement revoir un peu ce système aujourd'hui qui montre ses limites, et en particulier en période de crise. La Polynésie a beaucoup aidé nos salariés notamment et nos familles nécessiteuses pendant le Covid, mais je crois qu'il faut, au-delà des crises, remettre peut-être en place quelque chose de plus pérenne. Merci Thévaro Frisch pour ces premières réponses. Vous restez avec nous. La formalisation du télétravail, un congé paternité de 11 jours ou encore l'instauration du mi-temps thérapeutique, autant d'avantages auxquels pourront désormais prétendre les agents de la fonction publique communale, portés par Thévaro Frisch donc et Lana Tetuanui. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité au Sénat. Ismaël Tahiata et Jérôme Ly. C'est Noël avant l'heure. En cadeau, la valse des tractopelles, un bijou de 15 millions de francs acquis par la commune. Des agents communaux aux anges, 5 ans maintenant qu'Éric et son équipe attendaient cet engin. Avec c'est difficile pour travailler, pour ramasser des déchets verts, aussi bien les encombrants, et aller creuser des trous pour là au cimetière, tout ça. Il n'y a pas assez. Heureusement, là, on a le deuxième, tout ça. C'est pas aussi ça, c'est pour former aussi les autres chauffeurs. La distribution continue. Des cadeaux au label parisien. Il concerne plus de 4 900 agents communaux dont près de 1 300 contractuels. L'objectif de ce projet de loi est d'une part de rendre plus attractive la fonction publique communale et d'autre part d'inciter notre jeunesse polynésienne à s'inscrire au concours pour la vocation de servir nos 48 communes et 98 communes associées. Dans la lettre au Père Noël, une liste de revendications, d'améliorations, d'aménagements de dispositions statutaires. L'écriture a démarré en 2020 avec sa consultation, puis son dépôt en 2021 et son adoption le 27 juillet dernier. Le dernier projet de loi, en fait, vient intégrer de nouvelles avancées. Donc il y a notamment toute la partie des œuvres sociales à destination du personnel, donc qu'on ne pouvait pas faire avant et qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a également toutes les questions du régime indemnitaire. Il y a, donc c'est des avancées vraiment notables. Il y a aussi la question de la gestion du télétravail aussi. Des avancées qui résultent du large mouvement de contestation de 2017. Après 30 ans de service, Éric aurait souhaité ouvrir son cadeau plus tôt, beaucoup plus tôt. C'est bien pour certains, surtout pour les nouveaux, pour les nouveaux qui viennent de rentrer, pas pour ceux qui vont bientôt partir à la retraite. Car c'est bien de la modernisation du cadre professionnel et institutionnel dont il est question. Une action d'ampleur qui entraîne des coûts supplémentaires. Le premier magistrat de la commune devra veiller à ne pas mettre les finances de Mahina dans le rouge. La plupart des communes vivent grâce au FIP et aux subventions de certains guichets, notamment pour le financement des grands travaux, le financement des engins, le paiement des salaires de nos salariés. Donc c'est un ensemble de choses, il va falloir trouver une harmonisation. Mais aujourd'hui, c'est inscrit dans le marbre et tant mieux pour nous. Mahina, une commune de 15 000 habitants. Parmi eux, 206 agents communaux avec le nouveau statut de la fonction publique.
Teva Rohfritsch, on vient de le voir, le statut des agents communaux est modernisé. Qu'est-ce qui était le plus urgent selon vous? Que fallait-il absolument changer, rajouter ou modifier? D'abord, nous avons été à l'écoute effectivement de nos maires et puis de nos salariés, de nos agents communaux. Vous savez que c'est un sujet qui date de 2017, donc il y a eu 5 ans d'attente. Grand mouvement social en 2017. Mouvement social, il y a eu un consensus avec les représentations syndicales et le travail des sénateurs, et bien entendu, était de porter ce consensus devant la représentation nationale. Alors ce texte a connu des péripéties, ça a été d'abord une ordonnance qui finalement donc a été ratifiée maintenant le 27 juillet et habituellement on ne modifie pas trop les ordonnances. Nous avons tenu à la modifier. Je tiens à saluer le travail aussi d'abord de Lana Tetuanui, qui était sénatrice avant moi et qui avait commencé à l'époque. Je n'étais pas encore au Sénat. Nous l'avons fini ensemble. Le gouvernement a accepté de l'enrichir. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est au bénéfice effectivement de nos agents communaux, mais aussi de toutes nos communes, parce qu'il n'y a pas que les conditions effectivement des agents dans cette loi qui a été votée. On a entendu le maire de Marina s'inquiéter pour ses finances. Est-ce que les dépenses supplémentaires seront compensées par l'État ? L'État ne compense pas en général ce type de dépenses. Il appartiendra aux maires, bien entendu, et aux conseils municipaux de voter des budgets en conséquence. Mais encore une fois, nous n'avons fait que porter des demandes émanant de ces maires, émanant de nos tavannas. Mais je connais effectivement aussi la rigueur de gestion de notre maire de Marina, comme beaucoup d'autres. Et il est important de trouver à chaque fois le point d'équilibre. Par contre, nous avons voté dans le dernier PLFR aussi de nouveaux dispositifs d'aide aux collectivités locales. Nous avons souhaité que les communes soient aussi éligibles. Il nous reste encore à travailler sur leur mise en œuvre. Mais d'autres choses arrivent derrière. On vous a vu soudé avec la sénatrice Lana Tetuanui, vous l'avez dit tout à l'heure, et vous-même, autour de ce texte, ça n'a pas été toujours le cas. Vous tenez à vous montrer unis? Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il y a eu un peu de mauvaise compréhension de part et d'autre à un moment donné, mais je ne retiens que le meilleur. Et le meilleur, c'est qu'on soit tous unis là-bas pour notre Fénois et pour nos populations. C'est ce que nous avons fait. Les bonnes discussions, en général, règlent tous les sujets. Alors justement, 3 députés Tavini, indépendantistes à l'Assemblée nationale. Vous pensez que cela va stimuler le gouvernement central pour peut-être prendre davantage en compte les Outre-mer ? Vous savez, la NUPS aujourd'hui fait régner tout de même un climat, je ne parle pas forcément de nos 3 députés que j'ai pu rencontrer, mais les mouvances auxquelles ils appartiennent, aujourd'hui, je trouve, ralentissent quand même fortement les débats à l'Assemblée nationale. On le voit aujourd'hui. Ça va être difficile pendant 5 ans de pouvoir gouverner comme cela. Parce que ce qui est important, si on met nos populations en avant, c'est peut-être de ne pas trop céder aux débats politiciens et à un moment de venir sur l'essentiel. C'est ce que nous avons essayé de faire là, sur ce PLFR, avec cette aide de 477 millions que nous évoquions tout à l'heure. Vous voyez, lorsqu'on vient avec des arguments, lorsqu'on prépare des amendements et qu'ils sont bien rédigés, ils sont ensuite soutenus et votés et nous obtenons l'aide. Donc je crois que on n'a pas attendu, bien entendu, la NUPS pour pouvoir parler des Outre-mer. Par contre, il faut préparer nos dossiers et se battre. Un grand merci, Teva Rohfritsch, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et bon courage à nos enfants pour la rentrée. Merci. L'émotion ce matin sur les quais de Papeete. Le Prairial a regagné son port-base. Le navire de surveillance de la Marine nationale revient de Hawaï. La frégate a participé pour le compte de la France au plus grand exercice naval international de l'année. Jacques Damour et Hiti Manaki ont pu monter à bord un peu avant le retour à Papeete via les Tuamotu. Dernières heures de mission pour le Prairial. Makatea est en vue. À 17 nœuds, soit environ 31 km/h, le navire fait cap vers la base marine de Papeete, où il est attendu après 47 jours d'absence. Mais auparavant, l'équipage de la frégate a participé au plus grand exercice naval du monde. RIMPAC se déroule à Hawaï avec pas moins de 27 nations participantes, 40 navires militaires et 25 000 participants. Effectivement, c'est une petite appréhension quand on arrive de métropole, qu'on ne connaît pas très bien le Pacifique. Mais bon, l'exercice avait été très bien préparé par mon prédécesseur. J'avais une équipe qui, elle, était restée en place et qui était déjà dans le match. Et donc, ça s'est très bien passé. Je pense que le Prairial a bien tenu son rang, a bien montré les savoir-faire de la marine française. Et je suis extrêmement satisfait des résultats obtenus pendant cet exercice. On a travaillé en force constituée. On avait notre hélicoptère qui permettait d'aller repositionner les différents mobiles. On a développé des savoir-faire en termes de transmission de données pour avoir une situation tactique qui était partagée entre tous les partenaires. Et puis, on a tous nos exercices classiques, toutes nos gammes qu'on a pu dérouler, ce qu'on ne fait pas forcément
forcément en Polynésie, parce qu'on a plutôt l'habitude de travailler assez seul. Une fin de mission exceptionnelle, car c'est la toute dernière fois que l'hélicoptère du bord, qui est retiré du service, quitte la frégate pour regagner la base aérienne de Fahar. On est le dernier vol après 20 ans d'Alouette 3 sur le Prairial. Et c'est vrai que ça nous fait un petit quelque chose d'entendre le bruit de notre turbine qui s'éteint petit à petit. Et en tout cas, on est vraiment super contents d'avoir pu faire la fin de cette Alouette dans le Pacifique, en finissant sur une mission comme celle qu'on vient de faire avec Rimpak. On a ressenti qu'il y avait un petit peu d'émotion au sein de l'équipage pour ce dernier vol. Au même moment, à la base marine, ce sont les grandes retrouvailles avec les familles. Je suis content d'être revenu au Fénois avec les amis, la famille. Les enfants. Et les enfants surtout. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir avec papa? On va aller manger quelque part. Ce soir, tranquille, à la maison, un petit apéro et des cadeaux. Mais aussi le plaisir de retrouver le plancher des vaches après des conditions de mer difficiles. À quelques jours de la rentrée, les opérations cartables se multiplient. À Aroué, les élèves méritants des écoles Ahutoru, Erima et Tamahana, et qui passent en 6e, en ont bénéficié. Petite touche verte au passage avec la plantation d'un arbre cette année. C'est un bananier qui a été choisi. Le maire d'Aroué, Teurairiti, détaille le contenu d'un cartable type à Jérôme et Ismaël Tahiata. Dans ce sac à dos, effectivement, il y a tout ce que peut attendre un élève de 6e, à savoir un bécherel, un dictionnaire, leur tenue aussi, puisque au collège, il y a une tenue spécifique. Ils ont 5 tenues chacun pour pouvoir donc être dans ce collège. Et puis, bon, surtout, je pense que c'est cet accompagnement, aussi bien des directeurs, directrices d'école que de la principale du collège, parce que, bon, il s'agit pour nous de faire une transition, mais aussi de les accompagner au mieux. En cette nouvelle rentrée scolaire, 49 232 élèves précisément sont attendus. Parmi les personnels de l'éducation, 3 713 enseignants officieront dans le premier et le second degré. On passe au sport avec cette nouvelle course de Va'a aux îles sous le vent. La première édition est prévue demain. 95 km entre Huahine et Bora Bora avec changement. Les organisateurs l'ont baptisé la H2B Downwind Race. H2B pour Huahine to Bora Bora. 11 équipages en V6 sont engagés en catégorie Open Homme. Écoutez Yoram Lo, l'organisateur de la course. Le fait que c'est déjà la plus longue course en une étape de 95 km, sa particularité, elle est quand même... Nous, on s'est aussi inspiré de la plus longue course à Hawaï, Molokai, où il n'y a que en fait, du downwind, du surf. Ben, sa particularité aussi, c'est que 80% du parcours, c'est du downwind. Interview réalisée par Johan Buit. Le départ de la H2B sera donné demain à 7h30 au quai de Whare à Huahine pour une arrivée au quai de Vaitape à Bora Bora. À Te Ahupu'o, 30 nœuds de vent et une forte pluie ont suffi à déclencher la waiting period. Les organisateurs attendent de meilleures conditions pour lancer les trials de la Outer Known Tahiti Pro 2022. Les compétiteurs peaufinent les derniers détails pour être prêts le jour J. Parmi eux, Gilbert Teave, âgé de seulement 16 ans, Ali Huetif Afana et Sandroli l'ont suivi dans sa préparation. Ce sont elles qui accompagneront Gilbert dans sa quête de victoire. 2 planches taillées sur mesure pour la mâchoire de Te Ahupu'o. À 16 ans, ce prodige fait déjà des merveilles sur la vague de Hawaii. Mais pour ce type de compétition, Gilbert sait qu'il ne pourra pas compter uniquement sur son talent. Chaque détail sera primordial. Il faut toujours avoir son matériel bien pris. Toujours avoir 2 planches, au cas où si tu casses une. Et voilà, il faut être ready et toujours prêt pour l'action. Ça dépend des conditions en fait. Si c'est gros, je vais prendre une 6-3. Et si c'est petit, je pense que je vais prendre ma 5-10. Celle-là, c'est la 5-10. Et celle-là, c'est la 6-3 pour les grosses vagues. Dans son fief au PK0, Gilbert est le surdoué de la bande. Ses amis, ses frères, comme il aime à les appeler, le soutiennent à 100%. C'est ça le plan, on prend les vagues et on sort. Alors, les qualités de Gilbert sur cette vague, moi je dirais plus la connaissance qu'il a du spot.
l'aisance à pouvoir partir sur n'importe quel type de vagues qui sont heavy, comme on dit, qui sont difficiles à prendre. Il est chez lui. Je ne sais pas s'il a une certaine pression particulière, mais en tout cas, dans ce petit moment de maramou, de grosse pluie, on a l'impression que pour les trials, on a quand même des vagues qui arrivent. Et c'est justement l'une des hantises de Gilbert que les vagues ne soient pas à sa mesure. Pour les trials, il s'attend à de meilleures conditions. J'aimerais que ça soit gros, quoi, qui est au moins 4 mètres et bien heavy, quoi. Comme ça, c'est pas tout le monde qui va pouvoir shoot et plus de chance. Hein. Et parce que la valeur n'attend pas le nombre des années, Gilbert est prêt à tout pour remporter cette compétition. À 16 ans, le natif de Teahupo'o montre déjà une détermination à toute épreuve. Et comme promis hier, la suite de notre série sur un Umu'ei de Rurutu. Après vous avoir présenté le maître de cérémonie, le Orero, nous vous proposons ce soir de découvrir un autre rôle primordial, celui des femmes qui tiennent le registre des cadeaux offerts par chaque famille aux jeunes couples. C'est elles qui tiennent le registre et qui décident de la répartition des présents. Heya Parautokorangi. Les voici, celles qui vont tenir l'inventaire de tous les présents offerts par les familles. Iné, Henriette et Huguette. Dans leur cahier seront notés en détail chaque cadeau offert par les familles. Iné a la charge de compter et noter le nombre de nattes tressées en pandanus, les tifeifei et les coussins. Au fur et à mesure que les familles défilent, un petit groupe de personnes ramasse les présents pour laisser place à la famille suivante. Ce qui est alimentaire est amené directement à la cuisine, improvisée pour l'occasion. Ces choux chinois seront consommés au prochain repas. Quant au reste, tout sera entreposé ici, dans cette pièce, pour être réparti entre les enfants du Umu'ei. Ils sont 6 enfants dans cette famille. Après la cérémonie, nous allons définir le quota de cadeaux à donner à chaque enfant. Les petits-enfants rentrent également dans cette répartition de présents. Des allers-retours, Iné va en faire tout au long de la semaine après chaque passage de famille. En valeur, le total atteint plusieurs millions. Ce qui peut être revendu, comme les sacs de sucre ou de riz, seront mis de côté pour alléger les dépenses de la famille qui organise son Umu'ei. En fonction du nombre d'enfants, un Umu'ei peut coûter entre 2 à 7 millions de francs. Et on arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Lors de l'examen par le Sénat du projet de loi de finances rectificative 2022, le sénateur Teva Rohfritsch a fait adopter un amendement au nom de la solidarité nationale. 477 millions de francs sont prévus pour financer des aides alimentaires dans les 3 collectivités du Pacifique. Au programme de votre soirée sur la première, la série des Invisibles, puis le divertissement Fort Boyard. Demain et tout au long du week-end, vous retrouverez Suliane Favenec aux commandes des JT. On se quitte sur les images du dernier vol de l'Alouette du Prairial. Après une vingtaine d'années de service, l'hélicoptère a rejoint la base aérienne de Fa'a pour une retraite bien méritée. Belle soirée sur nos antennes, à bientôt. Should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Holding out by the road, Paris we will watch the flames burn over the mountainside. Desolation comes upon the sky. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.